Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 5 février. La justice allemande prend son temps pour décider en droit de l'extradition d'Alfred Sirvin vers Paris, peut-être demain. Élections municipales des 11 et 18 mars prochains. Ce soir, la situation politique à Reims. 5e journée nationale de prévention du suicide. On en compte 12 000 par an. Enquête en Bretagne, une des régions les plus touchées. Le nombre de suicides au sein de la population rurale est de 30% supérieur à celui de la population dans son ensemble. Lendemain de triomphe pour l'équipe de France championne du monde de handball, les costauds couronnés ont fait la fête. Dans la deuxième partie de cette édition, nous vous proposerons une page spéciale consacrée à Israël à la veille des élections pour désigner le futur Premier ministre. Page spéciale enregistrée dans les colonies juives de Gaza, puis à Tel Aviv, puis à Jérusalem, à Jéricho enfin. Ce soir, Alfred Sirvin est toujours en prison en Allemagne, près de Francfort. Une procédure d'extradition d'urgence a été entamée à son encontre. Elle devrait aboutir demain. Mais la justice allemande entend respecter à la lettre le droit et notamment le droit de la défense. Reportage de nos envoyés spéciaux Yasmina Farber avec Yves Ginca. Plutôt demain à 18h, on croit, normalement, si tout va normalement. Un petit mot en français et une réponse très attendue des porte-paroles du parquet. Les autorités allemandes acceptent de confier Alfred Sirvin aux Français demain à 18h. Les magistrats du tribunal de grande instance viennent de statuer sur l'extradition du fugitif le plus recherché de France. Un homme qui intéresse aussi les Allemands dans le cadre d'affaires politico-financières. Alfred Sirvin peut être entendu comme témoin s'il l'accepte. Sirvin a la possibilité de s'exprimer, mais il n'est pas obligé de le faire. Nous ne savons pas s'il le fera, c'est vraiment une décision qui lui appartient. Jusqu'à présent, il n'a eu connaissance ni des questions de la commission d'enquête, ni de celles des différents parquets. De toute façon, ils peuvent toujours tenter leur chance à la prison, sinon ils l'interrogeront en France. Depuis qu'Alfred Sirvin a signé son procès-verbal samedi, dans lequel il accepte l'extradition, la procédure a suivi son cours normal. Sans nouvelle péripétie, il passera donc sa 3e et dernière nuit en prison sur le sol allemand, avant une nouvelle étape, la France et les juges qui l'attendent. Alors Yasmina Farber, quels sont les détails horaires de cette nouvelle étape ? Alors, la première chose, c'est une dernière formalité administrative, la signature du procureur général. Alfred Sirvin, lui, attend demain à 13h la visite des membres de la commission d'enquête, mais il a déjà annoncé qu'il ne répondrait pas à leurs questions. À partir de là, sans nouveau coup de théâtre, tout pourrait donc aller relativement vite. Un avion des autorités françaises attend sur les pistes de l'aéroport de Française, mais Alfred Sirvin, les pistes de l'aéroport de Francfort, pardon, mais Alfred Sirvin pourrait aussi prendre un avion, un vol régulier. Donc, 2 policiers sont déjà là, des policiers de la brigade financière qui sont venus pour prendre en charge cette opération un petit peu délicate. Merci Yasmina. La présence d'Alfred Sirvin sur le territoire allemand aiguise les appétits des parlementaires de la République fédérale qui souhaitent enquêter sur le financement présumé occulte du parti chrétien-démocrate d'Helmut Kohl. Le débat judiciaire est donc aussi devenu un enjeu politique. Correspondance Patrice Romden avec André Peters. Au Bundestag, 15 élus se réjouissent de la présence d'Alfred Sirvin sur le sol allemand et entament une course contre la montre. Ils appartiennent à la commission d'enquête parlementaire sur le financement occulte de la CDU. Parmi eux, Peter Danker. Il nous reçoit en nous affirmant qu'au sein de la commission, toutes tendances politiques confondues, il y a consensus. On veut entendre l'ancien numéro de Delphes et l'on sait déjà ce qu'on veut lui demander. Je souhaite l'interroger sur l'utilisation qu'il a faite d'une somme de 250 millions de francs, 75 millions de marques. Et pour ce faire, la Commission a déposé une demande d'audition. Monsieur Sirvin est un homme clé dans l'affaire qui nous intéresse. Il y a des mois qu'on veut l'interroger. Aujourd'hui, il est chez nous en Allemagne et il faut absolument qu'on lui parle. Ce que la Commission voudrait arracher à Alfred Sirvin, ce sont les confidences qu'elle n'a pu obtenir d'Helmut Kohl lorsqu'elle l'a interrogé. L'affaire porte sur les millions de marques que la CDU, sur laquelle régnait alors l'ex-chancelier, aurait pu encaisser à l'occasion du rachat par Elf en 1992 de cette raffinerie située dans l'ex-Allemagne de l'Est, à Leuna. Si la commission d'enquête parlementaire peut interroger Alfred Sirvin, elle le devra avant tout à Otto Schily, le ministre allemand de l'Intérieur.
Il a reconnu aujourd'hui qu'il avait personnellement pris la décision de faire interpeller l'ancien numéro 2 d'Elf. Un ministre de l'Intérieur qui, on sans doute, a voulu se couvrir, tant il est vrai qu'Alfred Sirvin est très demandé par les Allemands, tant il est vrai qu'ici aussi, la politique se vit au rythme des affaires. Cet après-midi, Lionel Jospin réfutait les critiques sur la manière dont les autorités judiciaires françaises avaient géré le retour d'Alfred Sirvin, saluant le travail excellent, a-t-il dit, des policiers. Enfin, comme attendu, le procès de l'affaire des abus de biens sociaux aux dépens de Elf, dans lequel comparaissent Roland Dumas, Christine de Viejoncourt et Loïc Le Floch-Prigent, a été renvoyé provisoirement à mercredi après une audience de quelques minutes. Compte rendu Dominique Verdeillan et Jean-Yves Blanc. Jamais depuis le début du procès, il y a 3 semaines, Christine de Viejoncourt n'avait affiché un tel sourire à son arrivée. Certes, Alfred Sirvin n'est pas encore là, mais son retour annoncé est pour elle déjà une bonne nouvelle. Dans la salle d'audience, à l'intention de quelques journalistes, elle lance simplement « Ça fait 3 ans que j'attendais cela ». Elle attend la vérité, comme c'est ce qu'elle dit depuis 1999, elle attend la vérité. Et je crois que celle d'Alfred Sirvin sera la sienne. Aucune réaction manifeste en revanche de la part de Roland Dumas ou de Loïc Le Floch-Prigent, 2 des co-prévenus de l'absent. Un retour qui a tout l'air de satisfaire également la présidente du tribunal. Tout cela tombe très bien, dit-elle, avant de décider de suspendre jusqu'à mercredi, en attendant Sirvin en quelque sorte. Ce que je trouve un peu triste, c'est qu'on soit mis dans la situation d'être soumis au bon ou au mauvais vouloir de M. Sirvin. Il trouve que, semble-t-il, c'est un bon vouloir. On a de la chance, hein. Si Alfred Sirvin est bien présent mercredi, il ne s'installera pas sur le banc des prévenus, mais à côté de Christine de Viejoncourt, dans le box, jusqu'à présent occupé par des journalistes. En Auvergne, à Clermont-Ferrand, c'est de montagne dont il fut question aujourd'hui pour un conseil national qui a l'habitude de se tenir tous les 2 ans. Lionel Jospin a décidé la création d'un fonds neige destiné à aider les communes qui en sont dépourvues et a évoqué la réouverture de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc dans la vallée d'Aspe. Et puis le Premier ministre a déjeuné avec le président de la région Auvergne, Valéry Giscard d'Estaing. Ce fut une conversation, paraît-il, très cordiale. Pour la campagne des élections municipales des 11 et 18 mars prochains, Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Molin nous proposent ce soir de regarder ce qui se passe à Reims, où la candidate de la gauche fait face à une droite divisée. Cathédrale, champagne et petits biscuits, sans oublier la proximité de Paris, Reims a beaucoup d'atouts pour être une ville dans le coup. Oui mais voilà, et malgré tout cela, il paraît que la ville manque d'éclat. Et là, nous sommes au cœur du débat. D'ailleurs, pour les socialistes, l'idée tête de liste, c'est en résumé, redonner des couleurs à la cité. Nous sommes la 12e ville de France en termes démographiques et nous ne rayonnons pas assez. C'est pour cela que nous avons choisi ce slogan de redonner des couleurs à la ville, de la développer, de redonner aux Rémois l'envie d'y rester, d'y vivre bien entre eux et surtout de ne pas en partir. Pendant que les candidats font campagne, d'autres sablent le champagne. Allez, faites sauter les bouchons, un vin qui pétille, c'est idéal pour réveiller une ville qui roupille. En surface, on se dit tiens, il ne se passe pas grand-chose, mais quand vous descendez dans le Gruyère, qui est la ville de Reims, c'est extraordinaire. C'est kilomètres et kilomètres et kilomètres de caves, de crayères gallo-romaines. Ça travaille quand même, ça remue, il n'y a pas de problème. Hein. Attirés par l'odeur des cuvées comme les abeilles par le miel, 2 millions de touristes sont chaque année au ciel. Il y a même des Japonais et pourtant, ils ont le saké. C'est effectivement un point d'attrait, non seulement pour la ville de Reims, mais aussi pour toute la région. Des touristes qui restent 1 journée, 2 journées, qui visitent la cathédrale évidemment, mais visitent toute la région qui a beaucoup de charme. Oui, mais voilà, le patrimoine champagne et cathédrale, c'est comme l'habit, ça ne fait pas le moine. On vit essentiellement sur le champagne depuis trop longtemps à mon avis et qu'il faudrait changer tout en termes d'image, c'est vrai. Redonner une nouvelle image à la ville. Oui, peut-être plus dynamique. On vit sur le passé, quoi. Pas de quoi avoir le bourdon, puisque pour redorer le blason d'une ville qui ne connaît ni scandale ni matraquage fiscal, les candidats ne manquent pas. À droite, il y a même un peu de rififi, 2 prétendants, c'est un souci. Écoutez, bon, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y aura une primaire. Et puis, bien évidemment, je respecterai ce qui me concerne le verdict des électeurs dans le cadre de cette primaire. J'espère qu'il en sera de même pour lui. Le rival de M. Thomas, c'est le nouveau maire, M. Schnetter. Longtemps premier adjoint de M. Falala, qui régna pendant 3 mandats, l'homme n'a pas vocation d'intérimaire. Ceci étant dit, la ville est une ville qui se porte bien. Elle se porte bien financièrement, elle se porte bien socialement, malgré un taux de chômage un peu plus élevé que la moyenne nationale. Mais il n'en reste pas moins que c'est une ville qui a des capacités énormes.
Des capacités qui devraient être multipliées avec l'arrivée du TGV. Alors, en attendant que tout redevienne presque parfait, force est de constater qu'il ne manque pas grand-chose à cette cité pour qu'elle recommence à briller. Ce qui manque, c'est l'ambition, et ce qui manque, c'est le courage de faire les choses exactement. J'avais eu l'occasion, il y a quelque temps, de dire que c'est une ville qui avait été gérée petit bras. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'accède pas au quart de finale, mais la finale, c'est pas encore pour demain. Hommage au ballon rond, je saisis la balle au bon, histoire de rappeler qu'à l'époque de Jonquet, Reims était à l'apogée. À Lyon, le député RPR Henri Chabert se retire de la campagne municipale. Il avait été condamné vendredi pour recel d'abus de biens sociaux à 2 ans d'inéligibilité et à 1 an de prison avec sursis. Un jugement contre lequel M. Chabert a décidé de faire appel. La journée nationale de prévention du suicide organisée aujourd'hui est la 5e, mais l'importance des chiffres ne change pas. 12 000 morts par an, dont 800 adolescents. Le suicide est la 2e cause de mortalité en France chez les 15-24 ans. Dans les études régulièrement publiées sur ce sujet, encore tabou, on relève que dans la population rurale, le nombre de suicides est largement supérieur à la moyenne nationale. Pour prévenir ces drames, beaucoup se sont organisés. Voyez le reportage dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine de Florent Muller avec Yann Moine. Au pays des Calvaires, on n'est guère bavard sur le sujet. Les chiffres, eux, sont plus éloquents. En Bretagne, plus de 900 personnes se suicident chaque année. Un bilan 1,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Pas un bourg n'est épargné. Alain Indré a ainsi vu disparaître des collègues, des voisins, des amis. À la campagne, lorsque le temps s'étire, l'isolement et la solitude menacent. Aujourd'hui, les gens qui restent célibataires au-delà des générations se retrouvent un jour ou l'autre seuls. Et s'il n'existe pas autour d'eux une convivialité, s'il n'existe pas autour d'eux un réseau d'entraide, s'il n'existe pas autour d'eux des relations ou des choses qui sont faites entre agriculteurs, ils se retrouvent complètement seuls et un repli sur soi fait que ces gens-là, ils passent à l'acte malheureusement. Après les crises porcines puis bovines, les exploitations exsangues se vident peu à peu. Avec l'aide de la mutualité sociale agricole, Alain Indré a mis en place un numéro vert destiné aux agriculteurs. On se rendit vite compte aussi qu'il y avait un problème d'image et d'identité, que les agriculteurs en fait étaient très mal dans leur peau, avaient un petit peu ras-le-bol, je dirais, d'être montrés du doigt. Chaque jour, les urgences du CHU de Brest comptent 3 tentatives de suicide, 1200 par an. Un bilan surprenant pour les spécialistes. C'est probablement lié à des facteurs culturels avec trois types d'acculturation que la Bretagne aurait subi de plein fouet. La perte du sentiment religieux, la perte de la langue maternelle et la perte de certains repères ruraux. La Bretagne n'est plus aussi religieuse qu'autrefois. Et même parmi les fidèles, le spectre du péché capital n'éloigne plus la tentation de suicide. J'ai vu 2 personnes qui sont venues me trouver. L'un me montrant le crucifix en disant tu sais celui-là j'y crois et puis qui se sont suicidés quand même. C'est difficile de juger, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Une tradition du secret, une culture du silence qui rendent la solitude plus pesante encore. Restaurer la parole demeure pourtant la seule issue pour vaincre le désespoir. Ils sont les maîtres du monde, titrait ce matin le quotidien L'Équipe, saluant ainsi le 2e titre de champion du monde de handball de l'équipe de France. Vous avez été plus de 11 millions à suivre hier après-midi sur France 2 cette finale époustouflante. Les heures qui ont suivi et jusqu'à ce matin furent elles plutôt festives. Reportage Julien Hérichon, Joseph Bachtik et Sylvain Dauba. Avec un titre de champion du monde, on ne se refuse rien. Et on ne refuse rien aux autres. Séance photo, autographe, les Bleus se sont pliés à toutes les demandes. Tous, et Daniel Costantini en particulier, peuvent avoir le sentiment du travail bien fait. Ce dont je suis le plus fier finalement, c'est d'avoir amené le handball français à un niveau de compétitivité au plan international qui n'était pas évident au départ. Ce matin, les handballeurs français étaient invités au Comité national olympique pour y parler de leur aventure, la tendre, la belle aventure. Ça va permettre de souder un groupe, des amis qui vont, je sais pas, vivre des moments de jouissance qu'on ne pourra pas oublier, quoi. Je tiens à remercier tout le monde qui nous ont donné la possibilité de s'éclater comme on l'a fait. Merci. Après avoir conquis le monde, les Bleus sont partis la nuit dernière à l'assaut de la capitale. Dans un grand cabaret parisien, Jackson Richardson a montré qu'il savait faire le spectacle, autant sur scène que sur le terrain.
Quant à Daniel Costantini, il a réussi son dernier défi. Coup de chapeau à cette équipe qui a réussi à chaque fois trouver les ressources, faire le miracle, parce qu'il y a eu des miracles dans cette compétition. Des miracles, toujours des miracles. Les handballeurs français se sont imposés en finale face à la grande équipe de Suède, avec ce qu'il faut d'enthousiasme et de suspense. Les Bleus sont champions du monde. Champions du monde. Ski demain à 10h, descente dames des championnats du monde en Autriche à Saint-Anton. On attend beaucoup de Régine Cavagnou, déjà championne du monde en Super G. Mais il y aura aussi une autre Française, Carole Montiel. La compétition prévue hier a donc été reportée en raison d'une météo capricieuse dont les effets ont été corrigés pendant la nuit. Reportage Florent Gautreau, Raymond Chaplard. Les nuits sont animées à Saint-Anton, animées et laborieuses depuis la tempête de neige qui a contraint les organisateurs à reporter les 2 descentes. Chasseurs alpins, militaires, bénévoles, ils sont 1000 à se relayer sur les 7 km de pistes de compétition pour déblayer 100 000 tonnes de poudreuse. Étrange paradoxe que cette neige ennemie des skieurs qui oblige les concurrents à se réfugier dans les gymnases du centre-ville. Sans ski mais avec application, Régine Cavagnou se prépare, impatiente de retrouver les pistes après son titre de championne du monde en Super G. J'avais énormément de pression parce que j'arrivais favorite. Là, c'est moins le cas pour la descente et c'est vrai que ça me libère. J'ai l'impression que c'est plus maintenant une cerise sur le gâteau. En tout cas, j'ai rempli mon contrat et j'ai rien à perdre en descente. Le dernier entraînement remonte à vendredi, un véritable casse-tête pour les skieurs et leurs entraîneurs car depuis, le temps a changé et la piste aussi. Il n'empêche, Cavagnou était encore dans le coup, deuxième derrière sa grande rivale, l'italienne Costner. Autre prétendante au podium, Carole Montiel voudrait bien sortir de l'ombre où la confinent forcément les résultats de sa compatriote. Vraie rivalité ou saine émulation, peu importe, la médaille de Cavagnou a donné des idées à Montiel. Je pouvais m'imaginer les sensations qu'elle avait à ce moment-là, donc c'est des sensations de folie, c'est des moments dont tout le monde rêve, tous les gamins, donc là je me dis que c'est à portée de main. Un podium à portée de main pour 2 Françaises, il y avait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Régine Cavagnou a réveillé le ski français, c'est le moment ou jamais de confirmer. À présent, dans ce journal, je vous propose une page spéciale consacrée à Israël, à la veille des élections, qui doivent permettre aux 4 300 000 électeurs israéliens de choisir un nouveau Premier ministre. Les jeunes colleurs d'affiches des 2 camps se sont multipliés ces derniers jours. Leurs convictions sont souvent très tranchées, selon qu'ils soutiennent Ariel Sharon ou Ehud Barak. Reportage Charles Anderlin. À Jérusalem, cela s'appelle la bataille des feux rouges. À chaque croisement, des jeunes militants ont pour mission d'installer des banderoles et des affiches électorales des 2 candidats. Vered dirige l'opération pour Ariel Sharon. Lycéenne, elle a 17 ans et demi. Si on gagne l'élection, ça ira. Une guerre, je crois, c'est qu'elle aura lieu. C'est dur de dire ça, car mon frère est à l'armée à la frontière libanaise. Amit, qui mène la campagne d'Ehud Barak à Jérusalem, est étudiant en sciences politiques. Il a 24 ans. Barak est le candidat qui peut le mieux nous conduire à la paix. À mon grand regret, je ne pense pas qu'il pourra le faire. Cela dit, je ne sais pas si la paix est possible. En tout cas, Barak est le seul à avoir le courage d'essayer. Amit arrive à l'entrée de Jérusalem. Tout de suite, c'est l'incident. Des jeunes ultra-orthodoxes ont arraché une banderole. À l'autre bout de la ville, Vered est satisfaite. Ici, les portraits de Sharon sont très bien placés. Elle ne rentre pas trop tard à la maison. Il faut préparer le bac. L'été prochain, elle fera son service militaire. Quel sera le destin du peuple palestinien ? Moi, je n'accepte pas les slogans sur une coexistence avec les Palestiniens. Je suis pour la séparation totale. Amit loge à la cité universitaire. Officier de réserve, il a combattu au sud-Liban. Combien de temps le pays peut-il vivre en état de conflit? Pas moi, mais des gens comme moi en auront assez et vont partir. En Israël, à droite comme à gauche, on considère l'avenir avec inquiétude. Alors pour demain, Charles Anderlin, les jeux sont pratiquement faits. Tous les instituts de sondage d'Israël prévoient en effet la victoire d'Ariel Sharon avec une avance sur Ehud Barak de 16 à 21 points. L'écart est resté le même depuis pratiquement 2 mois. Il n'y a pas eu à aucun moment un inversement de tendance. Donc sauf surprise, s'il n'y a pas un événement de dernière minute et s'il n'y a pas un bug dans tous les logiciels des instituts de sondage israéliens,
Demain soir, Ariel Sharon sera le Premier ministre de l'État d'Israël. Et pourtant, Charles, Ehud Barak semble y croire encore. Tout à fait. D'abord parce que le véritable sondage, c'est demain, le scrutin, le vote. Et puis, il espère peut-être que durant la nuit, les électeurs de gauche qui ont l'intention de boycotter le scrutin pour protester contre l'absence d'un accord avec les Palestiniens, peut-être que ces électeurs décideront d'aller voter. Peut-être également que les Arabes israéliens, qui eux aussi ne veulent pas aller voter en raison de la répression policière, changeront d'avis. En tout cas, cela fait beaucoup de si. Merci Charles. À présent, pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de cette élection et d'entendre certains des protagonistes de la société israélienne, nous avons choisi de vous proposer de traverser Israël et la Cisjordanie en commençant par Kfar Darom, l'une des colonies juives dans la bande de Gaza, reportage avec des militaires israéliens. Puis Tel Aviv, la population semble y vivre à part et les jeunes entrepreneurs du secteur des hautes technologies ont plein d'espoir. Contraste ensuite à Jérusalem, dans les milieux religieux juifs plutôt intégristes, ceux qui rêvent d'un grand Israël et de reconstruire le mont du Temple. À Jéricho, vous verrez un véritable face-à-face de deux hommes de la terre. Ils ont le même métier, l'un palestinien, l'autre colon juif. Plus au nord, à Ksarnin, autour d'une équipe de foot, nous entendrons les Arabes israéliens, les déçus de Barak. Puis, de l'autre côté de la frontière, en Jordanie, les familles des réfugiés palestiniens qui veulent encore espérer un droit au retour. Pour la première étape de ce trajet, nous sommes venus ici à Gaza sous la protection de l'armée israélienne. Derrière moi circulent des véhicules de Palestiniens qui doivent contourner cette zone car il y a tout près des colonies juives qui se situent à l'intérieur de Gaza, Netzarim, Pardarom, Gush Katif. Les colons juifs sont protégés par les patrouilles israéliennes. Et surtout depuis le début de l'intifada, depuis fin septembre, plus de 360 morts, plus de 10 000 blessés, pour l'essentiel des femmes, des hommes, des enfants palestiniens. Les patrouilles israéliennes, chaque jour, accompagnent les colons juifs. C'est ce qu'ont suivi pour ce début de cette édition spéciale Claude Sampère et Monsieur Harmon. Le capitaine Dolev est un peu nerveux ce matin. Avec ses hommes, il défend la petite colonie juive de Kfar Darom. 38 familles de religieux extrémistes installées en plein cœur de la bande de Gaza. 150 colons au milieu d'1 200 000 Palestiniens. La situation est explosive. 24 heures sur 24, les hommes du capitaine sont en alerte. Le danger peut venir de partout. La nuit passée, près d'un poste militaire, les Palestiniens ont envoyé un âne avec une carriole. Les soldats, intrigués, ont tiré sur la charrette. Elle était bourrée d'explosifs. On doit être sur ses gardes. Toujours prêt. Vous avez compris? Face au capitaine, des jeunes soldats, tous entre 19 et 21 ans. La majorité n'a pas le sentiment d'appartenir à une armée d'occupation. Ce n'est pas facile d'être un soldat ici pour protéger les colons, mais on doit faire notre travail, c'est tout. Mais quelques-uns, visiblement, ont des doutes sur leur mission. Quel sens ça a pour vous d'être là aujourd'hui? C'est une obligation, c'est un métier, c'est un devoir? Question suivante. Question suivante. Pourquoi? Laisse tomber, dis-leur que je ne peux pas répondre à ça devant la caméra. Que ça leur plaise ou non, les hommes du capitaine doivent défendre les colons de Gaza. Chaque matin, un blindé quitte la colonie pour ouvrir la route et vérifier si des mines n'ont pas été déposées. Dans le secteur, il y a eu 8 attentats à la bombe en 2 mois, comme celui-ci filmé par des Palestiniens. Comment vous arrivez à convaincre vos hommes que c'est leur devoir d'être ici? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est difficile de leur expliquer parfois. Mais on est des soldats et on doit penser comme des soldats. Soudain, le capitaine repart pour une nouvelle alerte. Plus tard, il nous dira attendre avec impatience le résultat des élections. Il veut savoir ce que le gouvernement décidera pour les colons de Gaza.
L'année 2000 fut pour l'économie israélienne une année d'exception avec une inflation quasi nulle, un chômage qui se maintient très légèrement au-dessus de 9% de la population active, même si les 6 derniers mois ont été plus difficiles avec les dépenses militaires causées par l'intifada et un certain recul du nombre de touristes. Mais on attend un triplement des investissements dans le secteur de la haute technologie et ici à Tel Aviv où les entreprises du net sont très nombreuses, on s'en réjouit, on parle de belles promesses pour l'avenir et l'on ne semble pas trop s'inquiéter de changements politiques. Voyez le reportage de Pascal Golomer et Gilles Jacquier. Nous sommes à moins d'1 heure de Gaza, et pourtant si loin de la guerre. Là, on a un bon exemple d'un quartier qui est en mutation, qui est un quartier du sud de Tel Aviv où il y avait des garages, des petites maisons, etc. Et maintenant, il y a beaucoup de tours de bureaux qui sont coupés par des sociétés de haute technologie. Et c'est tout naturellement ici qu'Emmanuel est venu travailler il y a quelques mois. Français installé en Israël depuis 6 ans, il a succombé au charme d'Internet. Le voilà directeur marketing d'une des 4000 startups du pays. Sa spécialité, les salons professionnels virtuels. C'est unique au monde, paraît-il. L'ambiance, elle, est identique à celle de toutes les startups aux États-Unis ou en Europe. Jeune, détendu et l'obsession du client à séduire. Emmanuel se veut optimiste. Les affrontements se poursuivent pourtant à quelques kilomètres de là. Ce qui est à côté pour nous, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est les États-Unis, parce que nos clients ils sont là-bas. Donc on est le jour où on vendra à Gaza des salons virtuels, ben on sera beaucoup plus concerné. Donc pour le business, on n'est pas concerné. On est concerné dans notre vie privée, mais on n'est pas concerné au niveau du business. Aux côtés d'Emmanuel, des jeunes diplômés, israéliens, russes aussi, ou canadiens. Venus, disent-ils, parce que les salaires sont intéressants et la vie à Tel Aviv agréable, malgré tout. À Tel Aviv, si vous ne lisez pas les journaux, si vous ne regardez pas les infos, vous vivez dans une bulle et vous pouvez oublier tout ce qui se passe autour. On en a assez de parler de tout ça. C'est pas que c'est ennuyeux, c'est fatigant, rien ne change. Même si vous écoutez les discours des 2 candidats, ce ne sont que des discours. Ils ne disent rien de nouveau, rien de différent, ils ne promettent rien. Ils voteront pour l'un ou l'autre candidat, certes, mais sans enthousiasme. Même si je ne me reconnais pas véritablement dans ce qu'a fait Sharon, ce que veut faire Sharon, et que je me sens même plus proche du projet de Barak, ben il n'a pas réussi. Donc je me sens un peu gêné, je me sens gêné de voter Sharon, mais je ne vois pas pourquoi je veux voter Barak. Sans illusion sur la signature d'une paix rapide, Emmanuel espère seulement que les investisseurs ne fuiront pas le pays effrayés par la guerre. Lui ne voit aujourd'hui aucune raison de s'inquiéter. Le contraste après Tel Aviv, depuis le mont des Oliviers, les tombes et la cité de Jérusalem, le dôme de la mosquée, derrière le rideau d'arbres, il y a le mur des lamentations en contrebas, c'est vous dire l'imbrication des 2 religions, musulmanes et juives. Pascal Golomer et Gilles Jacquier ont retrouvé l'un de ces religieux juifs qui se bat pour que Jérusalem demeure la capitale éternelle de l'État d'Israël. À quelques mètres sous les ruelles de la vieille ville, le tunnel longe un mur d'enceinte, le prolongement du mur des lamentations, dernier vestige du temple d'Hérode. Sur les ruines, les musulmans ont bâti au 7e siècle l'esplanade des mosquées. C'est la maquette du temple qu'on présente aujourd'hui aux touristes dans l'une des galeries. Jean-Marc Rosenfeld, lui, n'a rien d'un touriste. S'il nous accompagne, dit-il, c'est d'abord pour rétablir la vérité. C'est un lieu qui est très important parce que c'est le lieu qui est le plus proche du Saint des Saints, c'est-à-dire là où est placée l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, les cérémonies, les sacrifices, c'est toute l'histoire des 2 temples juifs qu'il veut retracer. Il le fait au sein de l'Institut du Temple, une organisation créée il y a près de 20 ans, qui a ouvert son musée avec tableaux, maquettes, représentations d'objets sacrés. Il s'agit de reconstituer le passé, certes, mais pour préparer l'arrivée d'un 3e temple. Ce temple que certains attendent comme un miracle. S'il pouvait émerger directement du ventre de la terre, ce serait l'idéal. Il ne faut pas construire après avoir détruit. On n'aura pas atteint notre but. C'est mon avis. Mais pour Jean-Marc Rosenfeld, ce 3e temple ne peut se bâtir qu'ici, en lieu et place du dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. La photomontage existe déjà, les mosquées ont disparu. Dans ce lieu doit régner la présence divine avec la reconstruction de ce 3e temple
afin que nous puissions nous rejoindre tous ensemble pour la prière, que cette prière aille vers un Dieu un et non pas vers différents dieux que chacun s'imagine ou que chacun voudrait qu'il soit. Le temps de la reconstruction viendra bientôt, promet-il. Certains ne veulent plus attendre. Il y a quelques jours, le mouvement des fidèles du Mont du Temple tentait en vain de pénétrer sur l'esplanade des mosquées. L'objectif est atteint, les médias sont là. Il y a 10 ans, ils n'étaient qu'une poignée de marginaux. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers, prêts à détruire les mosquées pour bâtir le temple. Et leur message prend d'autant plus de poids que les lieux saints sont devenus un thème majeur du débat politique. Aujourd'hui, les hommes politiques ne se basent plus sur les faits, mais jouent sur l'émotion, les craintes. À ce niveau-là, le Mont du Temple, ça fonctionne très bien. Ça réveille la colère, la peur, tout le monde s'en sert. Le dernier plan de paix américain propose qu'Israël partage la souveraineté sur les lieux saints avec les Palestiniens. Un partage dont ni Ariel Sharon ni Ehud Barak ne veulent aujourd'hui entendre parler. En face, c'est Jéricho, la première ville autonome palestinienne de Cisjordanie. Ici, c'est une enclave, une colonie juive. Elle s'appelle la Rose de Jéricho. Un face-à-face illustré parfois par des hommes qui exercent pourtant le même métier. Ils cultivent la terre. Une histoire racontée par Pascal Golomer et Claude Sampère. Les choux sont superbes, mais cette année, Mohamed ne récoltera rien ou presque. Ni choux, ni tomates. Comme tous les Palestiniens de Jéricho, il subit le blocus de la ville, imposé par l'armée israélienne depuis le début des affrontements. Pour lui, impossible d'écouler sa production dans les villes voisines. Je préfère tout laisser dans les champs parce que si je récolte, je perds de l'argent. Cela me coûtera de la main-d'œuvre, du transport et je n'y arriverai pas. Cela fait 17 ans que je suis agriculteur et je n'ai jamais vu ça. Jéricho est une des villes palestiniennes les plus importantes de Cisjordanie. 20 000 habitants. Sur sa gauche, depuis le début des années 80, s'est installée une toute petite colonie juive avec 50 familles. Ra'anan vit ici depuis 10 ans, constamment, sous protection de l'armée israélienne. Ra'anan n'est pas venu pour des raisons idéologiques ou politiques, mais tout simplement, dit-il, pour le soleil et les paysages. D'habitude, pour travailler dans ses vignes, il emploie 50 ouvriers palestiniens. Aujourd'hui, à cause du bouclage de la ville, ils ne sont que 5, et Ra'anan affirme comprendre leurs souffrances. Un jour sans travail est un jour sans pain sur la table pour eux. Leur situation économique est très dure. Mais j'espère bien qu'on trouvera une solution, vite, pour eux et pour nous. Mohamed ignore tout de ses voisins de la colonie qui venaient pourtant il y a encore quelques mois faire leurs courses dans les rues de Jéricho. Cette ville, il ne l'a jamais quittée depuis sa naissance. Il y a fondé une famille. C'est sa femme qui aujourd'hui, grâce à son salaire, leur permet de vivre normalement avec leurs 4 enfants. Ils n'attendent pas grand-chose des élections en Israël. Barak bombarde les maisons, attaque les Palestiniens, tue les enfants. Quelle est la différence avec Sharon? Ce sont les deux faces d'une même pièce. Cela ne me concerne pas. Ra'anan et sa femme ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Ils espèrent simplement que le prochain Premier ministre leur permettra de rester là et de profiter de l'hôtel qu'ils viennent de construire. Quand on est venu ici, on nous considérait comme des pionniers. Tout le monde nous encourageait, les gouvernements de droite comme de gauche. Mais aujourd'hui, on dit que nous sommes des colons, des ennemis de la paix. Nous sommes devenus un problème et personne ne sait quoi faire de nous. Lorsqu'il nous montre la colonie, Mohamed ne nous dit qu'une seule chose. Pas de paix tant que les colons, tous les colons, ne seront pas partis. Ra'anan et sa femme, eux, espèrent bien pouvoir rester là et vivre en harmonie avec leurs voisins. Et aujourd'hui, ils ne sont plus sûrs de rien. Demain, 4 300 000 électeurs israéliens sont appelés à se prononcer soit en faveur d'Ehud Barak, soit en faveur d'Ariel Sharon. Parmi eux, 12% d'Arabes israéliens. Mais ils seront très peu nombreux à se déplacer. Ils expriment leur colère, leur amertume. Ils sont très déçus par la politique du gouvernement travailliste. Nous avons ressenti cette colère, cette amertume dans une ville du nord d'Israël, Sarnim. Une ville qui est surtout fière de son équipe de football. Et c'est là que Claude Sampère et Mossi Herman ont tourné ce reportage. Voici la grande fierté de la ville de Sarnim, son équipe de foot. Une équipe composée de joueurs arabes, israéliens et juifs.
Tous s'entendent à merveille, les résultats sont excellents et Sarnine est en passe d'accéder à la première division. Mais ici, on n'a pas oublié les événements d'octobre, les manifestations dans la ville et la répression par la police israélienne. On défilait dans les rues en solidarité avec la révolte des Palestiniens. C'était une manifestation pacifique. La police a tiré sur nous. Il y a eu 2 morts. Aujourd'hui, les photos des 2 victimes trônent sur la place centrale de la ville. Sarnine compte 21 000 habitants, des Arabes israéliens. Ce sont des Palestiniens ou leurs descendants qui sont restés là à la création de l'État d'Israël en 1948. Aux dernières élections, la ville a voté à 97% pour Barak, mais aujourd'hui, la très grande majorité des habitants n'ira pas voter. Dans les cafés, on ne parle plus football, mais politique. Barak a promis la paix, il ne l'a pas faite. Il a amené son armée à l'entrée de la ville. Il a tué ici 2 jeunes, 2 garçons, et au total, sa police a tué 13 Arabes israéliens. Alors, pourquoi tu veux qu'on vote pour lui? La droite, elle a jamais fait ça. Barak, il veut faire la paix avec les Palestiniens. Mais il faudra aussi qu'il la fasse d'abord avec nous, les Arabes israéliens. À ce moment-là, on votera peut-être un jour pour lui. Aujourd'hui, c'est trop tard. C'est fini. Le directeur de l'équipe de foot, lui non plus, n'ira pas voter. Jusque-là, il avait toujours soutenu la gauche, mais cette fois-ci, la déception est trop grande. Barak est le Premier ministre du pays dans lequel je vis. Mais j'aurais aimé que Barak soit le Premier ministre de tout le monde, des Juifs et des Arabes, citoyens d'Israël. Malheureusement, ces 2 dernières années, nous avons senti qu'il était surtout le Premier ministre des citoyens juifs seulement. À ses côtés, son père. Pour lui, il n'y a aucune différence entre Barak et Sharon. Il n'ira voter ni pour l'un ni pour l'autre. Le refus d'aller voter des Arabes israéliens sera sûrement l'un des événements de cette élection. Le signe d'une fracture réelle au sein de la société israélienne. À quelques kilomètres à l'est de Jéricho, nous nous trouvons sur le pont Allenby, célèbre pont qui sépare la Jordanie d'Israël. Derrière, on construit un nouveau pont. Ce sont des Japonais qui le construisent. Au mois d'avril, tout sera prêt. Symbole sans doute de la paix effective depuis octobre 1994, signé par le roi Hussein et le Premier ministre Yitzhak Rabin. Mais derrière ce symbole de paix, il y a aussi tout le problème très difficile à résoudre, problème très conflictuel du droit au retour des réfugiés. De l'autre côté de ce pont, il y a 1 600 000 réfugiés palestiniens qui vivent en Jordanie. Dans l'ensemble de cette région, 4 millions de réfugiés palestiniens. Ils estiment avoir le droit au retour, un droit au retour contesté par Israël. Le reportage d'Alain Chalvron et Gilles Jacquier en Jordanie parmi ces réfugiés palestiniens vous donne toute la mesure du problème. Le camp El Hussein dans la banlieue d'Amman. 40 000 réfugiés s'y entassent depuis 1948. Plus de tentes, une vraie ville faite de briques et de broc. On a essayé de recréer l'ambiance de la terre natale, mais le cœur n'y est pas. Tous ces réfugiés viennent de ce qui est aujourd'hui le cœur d'Israël. C'est la maison de la famille El Mini. 15 personnes, 3 générations dans 4 pièces transformées en dortoir la nuit. Ils avaient une ferme et une oliverie près de Tel Aviv jusqu'à ce jour, de mai 1948. Il était 11 heures. Des soldats israéliens nous ont dit « À midi, il faut que vous soyez partis, sinon on vous tue. » On est donc partis par la force des armes. On n'a rien pris. Que les vêtements que nous avions sur nous. La patrie, c'est comme un enfant pour une mère, elle est en nous. Comment est-ce qu'on a pu perdre cette terre? À 3 kilomètres du camp d'El Hussein, c'est un autre monde. Amman la riche, la bourgeoise, avec ses buildings et ses villas. Un autre monde, mais le même problème. Ici aussi, la population est en majorité aux 2 tiers palestinienne. Et ici aussi, on vit dans la nostalgie du passé. La famille de maman avait beaucoup de propriétés, mais c'était surtout dans la région de Jaffa. C'est une maison un peu le style que vous voyez là, en grosse pierre beige, avec un toit rouge, splendide. Nous n'avons rien contre les Juifs. Nous avons quelque chose contre les sionistes. Mais la meilleure solution serait un État palestino-israélien. Parce qu'on ne peut pas vraiment séparer les 2 peuples. Je trouve que le parti travailliste
nous a menés dans des aventures sans fin, où les négociations sont devenues le but et non pas un processus. Avec Sharon, c'est un visage laid, mais au moins on le connaît, ce visage, il est clair. Chez Abou Mohamed aussi, on pense qu'avec Sharon, il y aura du sang et des larmes. Mais on espère qu'après, on reconnaîtra enfin leur droit au retour. Quitte à prendre la nationalité israélienne, un tabou est brisé, même si les réponses divergent. Je suis palestinien, je ne prendrai jamais la nationalité israélienne. Jamais. Moi oui, j'accepterai. L'important c'est de rentrer. Abou Mohamed est vraiment prêt à tout pour mourir sur sa terre natale. Il sait que ce n'est sans doute qu'un rêve, mais il prie 5 fois par jour pour qu'il se réalise. Voilà pour cette édition spéciale que nous avons enregistrée ces dernières 24 heures sur place, édition spéciale à la veille de l'élection pour le Premier ministre en Israël. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant le choix de la justice allemande. Elle prend son temps pour décider en droit de l'extradition d'Alfred Sirvin vers Paris, peut-être demain. Celui-ci ne veut pas répondre à la justice allemande. Il pourrait donc rejoindre la France, la justice française et la prison de la Santé dès demain soir. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet, puis les maîtres du monde à 23h05. Argent public, argent privé, le magazine présenté par Sylvain Attal avec notamment comme invité Pierre Arditi et Bernard Arnault. Le dernier journal de la rédaction c'est à 0h40 avec Jean-Claude Renaud. Demain vous aurez le plaisir de retrouver Gérard Rolls à 13h. À demain 20h. Bonsoir, merci.